Eh bien, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de de vous revoir, oui et non, mais de vous retrouver en tout cas pour ce prochain, pour ce webinaire suivant, donc qui est dans la lignée des premiers. Aujourd'hui, un petit peu plus spécifique, puisque le public, le contenu du webinaire, pardon, s'adresse plus à des hébergements touristiques, à l'inverse des précédents webinaires où on était plus sur l'ensemble du secteur. Et vous retrouverez, si vous êtes restaurateur, traiteur, cafetier, un webinaire assez semblable, mais plus spécifique à ces segments-là, le 26 mai, qui se fera aussi avec Jérémy. Jérémy, normalement, que personne, a priori, ne connaît, à part si vous l'avez déjà rencontré dans le cadre d'autres webinaires, mais donc qui est un nouvel orateur qu'on a. Donc, webinaire ici proposé dans le cadre de Digital Commerce, en lien avec le plan de relance de la Wallonie, et où le but principal, c'est d'aider vraiment les entreprises du secteur Horeca en région Wallonne à se digitaliser. Donc, voilà, c'est vraiment l'objectif principal de ces différents webinaires. Vous avez à chaque fois l'inscription des webinaires et aussi des ateliers pratiques en présentiel qui sont entièrement gratuites. Il y a juste une inscription qui est obligatoire. Et l'inscription vous permet de recevoir des présentations PowerPoint, recevoir les replays et d'avoir des contacts avec les différents intervenants. Donc, voilà dans les grandes lignes. Et comme je le disais, pour ceux qui n'étaient pas là au début, thématique aujourd'hui qui est liée de manière beaucoup plus spécifique aux différents hébergements et la thématique qui nous occupe aujourd'hui, donc moins de presse, plus d'efficacité, digitaliser la gestion de votre hébergement. Et je laisse la parole à Jérémy pour la suite. Voilà, voilà. Merci beaucoup Arnaud, merci pour cette introduction, merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, devrais-je dire. Je m'appelle Jérémy, on va parler aujourd'hui de moins de paperasse, plus d'efficacité, digitaliser la gestion de votre hébergement. C'est le titre de ce webinaire. Je vais partager mon écran comme ça. Vous allez pouvoir suivre en même temps que moi les slides. Alors, peut-être avant de commencer, j'ai vu un petit peu vos différents types d'hébergement que vous aviez indiqués dans le chat. Je vais moi-même me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Jérémy, je suis fondateur de Marketing Makers. En fait, Marketing Makers accompagne et donne des formations autour des nouvelles technologies dans les PME wallonnes, mais pas que. On se déplace aussi à l'étranger un petit peu. En résumé, mon parcours est un petit peu touche à tout. Donc, j'ai lancé une première startup après avoir quitté le secteur de l'énergie en 2017, et puis j'ai été coach chez Google. J'ai lancé ma propre startup IA à San Francisco en 2019. J'ai été, j'ai pas survécu au Covid. Hein. Je suppose que vous vous rappelez de cette belle période. J'ai pas survécu au Covid en 2019 avec cette idée de startup. Donc, après un an et demi, je suis revenu de San Francisco et je suis revenu en Belgique et c'est là où j'ai essayé de capitaliser un maximum sur mon expérience acquise à San Francisco autour des nouvelles technologies et en particulier de l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, voilà, j'accompagne différents projets dans tout type de secteur. Je suis également cofondateur de Airplan. Alors Airplan, ça n'a rien à voir avec, je vais dire, le secteur Horeca. C'est une start-up qui automatise tout simplement les permis d'urbanisme en région wallonne. D'où le lien avec la thématique d'aujourd'hui, moins de paperasse, plus d'efficacité. Hein. Donc, c'est vraiment dans mon ADN d'utiliser aujourd'hui les nouvelles technologies et l'innovation pour me faciliter la vie un petit peu sur différentes facettes. D'ailleurs, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Alors, le plus important dans tout ça, dans tout ce CV, c'est que j'adore faire le moonwalk. Donc, je tiens à le préciser que si Arnaud m'invite la prochaine fois
en présentiel. Je m'engage à exécuter le moonwalk en fin de conférence. Voilà qui est dit. D'ailleurs, vous le voyez hein, au niveau du petit GIF animé ici. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les slides. Vous pourrez revoir le GIF après cette session. Allez, je reprends un petit peu mon sérieux. On va parler de l'agenda. Je vous propose un menu en 4 temps. D'abord, on va essayer de centraliser la gestion. D'accord. On a souvent des informations qui se retrouvent dans les emails, dans un fichier Excel, dans un Word, sur du papier, par téléphone, par SMS, par WhatsApp. Ça fait beaucoup d'informations à gérer et tous ces canaux différents, cette fragmentation fait que on diminue aussi en efficacité. On parlera aussi de processus internes. Alors là, j'ai sélectionné quelques cas d'usage, notamment avec l'intelligence artificielle que j'ai vu que certains ici parmi vous utilisaient déjà. C'est très bien. On va parler d'optimisation du taux d'occupation et enfin, comment est-ce qu'on peut gagner en visibilité. Alors, n'hésitez surtout pas à interagir dans le chat. Je vais toujours garder un œil sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment. J'essaierai de rebondir tant que possible. Et surtout, c'est un petit peu vos questions qui vont permettre finalement d'orienter ce webinaire. Donc, moi, j'ai des slides, c'est mon fil rouge. Si je n'ai pas de questions, je continue dans mes slides, je poursuis sur ma lancée. Et si j'ai des questions, je rebondis là-dessus. Je passe peut-être plus de temps sur les sujets qui vous intéressent le plus. On est entre nous, donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est pour ça qu'il y a des lives qui existent. C'est finalement pour rentrer un temps soit peu en interactivité. Sinon, je me serais contenté sans doute d'enregistrer une vidéo que vous pouvez revoir à votre aise. Évidemment, le webinaire sera aussi partagé en vidéo, comme Arnaud l'a dit, sur la chaîne YouTube. Bref, ça c'est le menu. N'hésitez pas à interagir, donc posez vos questions, n'ayez pas peur de m'interrompre, d'accord, je prendrai votre question en temps voulu. Donc voilà qui est dit pour le menu. Donc, premier chapitre, centraliser votre gestion. Alors, dans les hébergements, il y a dans l'hôtellerie aussi, de manière générale, on a un outil qui s'appelle le PMS. Hein. Peut-être que certains parmi vous connaissent très bien le terme, peut-être que d'autres le connaissent moins. Donc, PMS, c'est l'acronyme pour Property Management System. Donc, c'est un terme anglais qui désigne que finalement, on va utiliser un système de gestion pour gérer l'ensemble de notre établissement. Donc, la définition est là. Un PMS est un logiciel de gestion centralisé conçu pour aider les établissements d'hébergement, hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, auberges, villages de vacances, etc., à gérer toutes les opérations quotidiennes liées à leurs activités. C'est un peu le cœur numérique de l'établissement où toutes les informations et actions sont centralisées. J'ai vu d'ailleurs que Christian, notamment, mentionnait un PMS, Barbara aussi, ou en tout cas une partie, avec Eloa. Donc voilà, donc ça c'est effectivement un premier module qui peut faire office de Property Management System. J'en ai sélectionné quelques-uns pour vous, parmi ceux qui existent sur le marché. On verra ça dans un instant. Dans finalement ce PMS, on va retrouver différents modules. Un de ces modules, ça va être la fonction Channel Manager. Le Channel Manager, c'est un petit peu votre canal de distribution. C'est le canal qui va permettre à votre hébergement, votre établissement, d'attirer plus de monde, plus de réservations, plus de demandes entrantes. Donc, le Channel Manager, c'est un outil technologique qui permet aux établissements hôteliers de gérer en temps réel la distribution de leurs offres sur plusieurs plateformes de réservation en ligne. Un autre acronyme ici est utilisé, c'est OTA. Donc, un OTA, c'est vraiment une plateforme qui a de la visibilité. Donc, une plateforme comme Booking.com, Airbnb, Expedia, etc. Ou ça peut être aussi votre propre site Internet, d'accord? Dans certains cas.
Alors, le screenshot que je vous ai pris là, c'est tout simplement, finalement, un screenshot d'un outil que j'utilise qui s'appelle SimilarWeb. Alors ici, ce n'est pas le bon lien. Je vais voir si... C'est pas grave, ce n'est pas le bon lien, mais vous avez le screenshot ici. En fait, sur ce screenshot, vous voyez quoi? Voilà, j'ai juste repartagé ça. Voilà, sur ce screenshot, vous voyez quoi? Ben, vous voyez en fait le top 3 des sites qui attirent le plus de trafic en Belgique dans la catégorie hébergement et hôtel. En fait, l'outil qui est utilisé ici, c'est SimilarWeb, qui en fait mesure le niveau de trafic, donc qui estime le niveau de trafic de différents sites Internet en Belgique, notamment, en tout cas en l'occurrence ici en Belgique. J'ai pris les 3 derniers mois et on voit que le site qui attire le plus de trafic dans la catégorie hébergement, c'est Booking.com. Booking.com qui va attirer 36,96% du trafic sur les 3 derniers mois. Okay. Un autre, ça va être Airbnb.be qui va attirer, lui, 11,39%, à additionner évidemment avec Airbnb.com qui fait 1,73%. Encore une fois, j'insiste, c'est sur l'ensemble du trafic belge dans la catégorie hébergement et hôtel. OK. Lucrèce qui nous dit c'est tout petit. Ah oui, vous parliez du screenshot que je viens d'agrandir justement. Donc j'imagine que maintenant c'est bon. Donc on a Booking en 1, en 2 on a Airbnb et en 3 on a Booking Planner qui est en fait un produit PMS, d'accord, qui va finalement être utilisé par les établissements pour gérer tout l'aspect digital. Et on a un autre outil qui s'appelle Cubilis.eu, qui est aussi un outil destiné aux établissements pour leur digitalisation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette slide que j'ai intégrée, de ce screenshot que j'ai intégré ici dans la slide Channel Manager? On doit retenir qu'il y a 2 sites qui vont prendre la plupart du trafic, c'est Booking.com, et ensuite, on aura Airbnb. Et à noter que Booking.com, en Belgique, génère 2 fois plus de trafic que Airbnb. Je ne sais pas si ça vous étonne ou pas, ce classement. En tout cas, voilà, c'est celui que j'ai trouvé et qui reflète les chiffres tout simplement réels aujourd'hui en Belgique sur les 3 derniers mois. OK, donc le Channel Manager va vous permettre d'apparaître sur ces différents sites Airbnb, Expedia, Booking.com, etc. Un autre produit du PMS, ça va être le module de réservation. Le module de réservation est un outil évidemment intégré à votre site internet ou vos réseaux sociaux. Vous pourriez très bien aussi partager un lien sur vos réseaux sociaux directement, qui permet aux clients de réserver directement chez vous sans passer par des plateformes tierces comme Booking, Airbnb, etc. C'est la clé pour augmenter vos ventes directes et éviter les commissions des ETA. Donc, les ETA, on a vu, les Online Travel Agencies, donc ces plateformes disponibles sur Internet pour attirer plus de monde chez vous. OK. Alors, quand on parle de module de réservation, en tout cas du choix du module de réservation, c'est très important dès le départ de réfléchir à l'expérience utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'établissements qui aujourd'hui proposent un module où on ne va pas pouvoir voir les disponibilités. Il va falloir faire pour l'utilisateur, donc en tant qu'utilisateur, il va falloir faire plusieurs requêtes sur différentes dates afin qu'on ait la réponse derrière après avoir cliqué donc, sur le bouton rechercher ou réserver, après avoir introduit donc par exemple la destination ou après avoir choisi l'établissement, les dates d'arrivée, de départ et le nombre de voyageurs, eh bien on va avoir la réponse. Une meilleure expérience serait de, évidemment, indiquer dans le calendrier directement les plages qui restent encore
de disponibles. D'accord ? Il y a encore beaucoup aujourd'hui d'hébergements qui malheureusement ne proposent pas cette possibilité. Et aujourd'hui, si l'utilisateur va avoir du mal à trouver une plage de réservation, vous allez évidemment perdre en taux de conversion. Donc le taux de conversion, c'est vraiment le moment où on attire le visiteur sur le site Internet. C'est une bonne première étape. C'est déjà pas mal d'efforts qui est à fournir pour aller chercher les visiteurs et les attirer sur son site Internet. Mais ensuite, il faut augmenter le taux de conversion en facilitant les réservations. D'accord ? Et donc, ça passe par une expérience utilisateur qui est agréable. Et la base, c'est en effet de pouvoir visionner les plages qui restent disponibles pour réserver. Alors, un premier outil, je ne sais pas si vous connaissez celui-là, il s'appelle Stardeck. Je vais agrandir ici. Donc, Stardeck, c'est un PMS qui va intégrer différentes solutions. Donc, c'est un logiciel tous en un pour la gestion de votre établissement. On va retrouver le Channel Manager, le module de réservation, le PMS en tant que tel. Et on va même ici, dans ce cas-ci, avoir ce qu'on appelle un Pricing Manager, c'est-à-dire un outil qui va optimiser le prix en fonction de différents facteurs, notamment la saisonnalité, l'augmentation et la diminution de la demande. Et donc, va sensiblement optimiser le prix pour optimiser vos revenus. François, c'est celui que vous utilisez, vous, visiblement, Stardeck. OK, très bien. C'est effectivement aujourd'hui une des références dans le secteur, Stardeck. Voilà, donc ça, c'est un premier outil. Alors, il est mis ici, essai gratuit. Si vous cliquez sur essai gratuit, vous allez avoir un formulaire. En remplissant ce formulaire-là, vous n'allez pas avoir accès directement à l'outil. Il va y avoir derrière une personne qui va vous recontacter pour prendre contact avec vous, vous expliquer un petit peu comment ça marche et vous donner accès derrière avec 14 jours gratuits. D'accord ? Donc ça, premier outil, c'est Stardeck. Deuxième outil, c'est Muse, qui est une plateforme qui s'adresse ici à des établissements en général qui sont d'une taille déjà assez conséquente. Donc, on est de l'établissement moyen à grand, on va dire ça comme ça, qui propose pareil, des solutions qui vont reprendre en considération le paiement, qui vont permettre aussi d'organiser des événements, d'ajouter différents produits, les opérations, etc. Donc, on est quand même dans un niveau de complexité aujourd'hui qui est supérieur avec Muse pour les établissements qui requièrent des fonctionnalités avancées. François nous dit que vous n'avez que 15 chambres. Si vous n'avez que 15 chambres, effectivement, cet outil-ci risque d'être un peu surdimensionné pour un établissement qui comporte 15 chambres. On sera peut-être même plutôt sur des établissements où vous avez plusieurs, en réalité, un portefeuille d'établissements plutôt qu'un établissement en soi. D'accord ? Je le mentionne quand même parce qu'il fait partie des références aussi. Vous avez aussi Logify. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui utilisent Logify. Alors, Logify, lui, va se positionner sur les locations saisonnières. Alors, derrière location saisonnière, on peut y mettre beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Avec peut-être un focus par rapport à Stardeck, ici, qui va être encore plus orienté sur les plus petits établissements, d'accord, avec une proposition tarifaire qui commence assez bas, d'accord. Maintenant, vous voyez que malgré tout, Logify vous permet d'aller, si vous avez 220 établissements, vous pouvez aussi utiliser l'outil. Mais si vous n'en avez que un, effectivement, vous pouvez aussi utiliser l'outil
avec un tarif relativement agressif à partir de 13 € par mois. Ok, donc ça, c'est son avantage, c'est que le prix de départ va être de... vous ne voyez pas l'écran, pardon. Va être de 13 € par mois. Si je vais sur stardeck.fr pour avoir une petite comparaison, on sera à partir de 40 € par mois. D'accord? Ça vous donne une idée. Troisième, c'est Amenities. Alors lui, c'est une solution, je pense que c'est espagnol d'origine, qui va avoir aussi qui va se focaliser quand même sur la facilité d'utilisation. Donc c'est un produit avec des interfaces assez simples d'utilisation qui va s'adresser à des petits et moyens établissements. Vous voyez que ici, je sélectionne soit le nombre de chambres. Par exemple, justement, on va mettre qu'on a 15 chambres. Et vous voyez qu'ici, on va être à 69 €, à partir de 69 € par mois jusqu'à 269 € par mois, selon le nombre de fonctionnalités que vous souhaitiez avoir. Vous voyez que, par exemple, dans la formule intermédiaire, on peut avoir son hébergement qui est listé sur plus de 120 plateformes. 120 plateformes avec à chaque fois tout qui est communiqué en temps réel, hein. C'est-à-dire vos prix, vos descriptions, etc. Tout ça va être communiqué sur 120 plateformes en temps réel si vous passez sur une formule à 240 € par mois. Alors, ça, c'est si vous le prenez annuellement, hein, attention, parce que si vous vous engagez annuellement, vous êtes sur ces prix-là. Si vous engagez mensuellement, vous serez sur ces prix-là, donc un peu plus cher. Ce sont des prix hors TVA. D'accord. Rien ne vous empêche de tester, de vous dire, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si mon site, si mon établissement est disponible sur plus de plateformes? Est-ce que j'irai chercher plus de prospects ou pas? Peut-être que ça vaut la peine pour les hébergements qui attirent des prospects de l'étranger. D'accord? Voilà. Je repasse à mes slides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Room Raccoon, ça c'est une autre plateforme. Encore une fois, un logiciel tout en un. C'est le principe du PMS, c'est d'avoir toutes ces fonctionnalités tout en un. Room Raccoon qui dispose de pas mal de fonctionnalités, donc toujours un moteur de réservation, PMS, Channel Manager et paiement en ligne, mais qui a des tarifs qui sont quand même plus élevés. Vous voyez qu'ici, si je mets une chambre, on sera quand même à partir de 130 € par mois. Donc, on est quand même sur une solution plus onéreuse. Voilà, il faut le savoir. Donc, tout dépendra de votre budget. Encore une fois, là, je suis sur la formule annuelle. Si je passe sur le mensuel, on est à 156 € par mois. Ensuite, nous avons Otizy. Alors, Otizy, pareil, hein, formule tout en un. Et à chaque fois, en fait, les fonctionnalités sont à chaque fois assez similaires. Donc, ce qui va différencier ces différents produits, ça va être principalement leur facilité d'utilisation. Et ça va être un peu proche, ça va être un peu, je vais dire, à chacun d'évaluer la facilité d'utilisation, parce que c'est assez subjectif aussi d'apprécier l'une ou l'autre expérience. Il y a certaines choses qui vont vous paraître plus intuitives qu'à d'autres. Donc, n'hésitez pas à faire des tests, hein. Souvent, ils offrent quand même des tests d'utilisation gratuite. Et s'ils n'offrent pas des tests, rien ne vous empêche de le tester un mois et puis d'annuler directement. Evivo, qui est une solution ici, je crois que c'est basé à Paris. Evivo, d'accord, basé à Paris. Au niveau des tarifs, on est ici aussi à partir de 40 € par mois pour une petite propriété. Et pour les multipropriétaires, ce sera à partir de 110 € par mois. D'accord, donc
au niveau du pricing ici, ce sera peut-être, au niveau de la tarification ici, ce sera peut-être un peu plus clair puisqu'il n'y a que 2 formules disponibles dans ce cas-ci. Mais tout de même, avec, vous voyez, pas mal de produits, donc c'est assez complet aussi, avec même une solution mobile. Alors, j'ai une question, si on teste et qu'on arrête, est-ce que tout disparaît et les réservations en cours? Oui, bonne question. Alors, a priori, oui. Vous devriez songer à migrer vos données, à exporter vos données avant de tester un nouvel outil. Et souvent, les outils sont interopérables, c'est-à-dire qu'ils vont fournir des facilités pour migrer les données d'un produit à l'autre. Donc ça, c'est une question que vous pouvez peut-être poser, en amont de l'utilisation de l'outil pour prendre vos précautions à l'avance. Donc c'est une excellente question afin de s'assurer que vos données, les données les plus importantes, soient migrées dans le nouvel outil que vous allez essayer derrière. Mais en effet, c'est une bonne question. Et enfin, vous avez Eloa. J'ai vu qu'il y avait déjà 2 utilisateurs d'Eloa. Alors, j'ai une question peut-être pour vous, pour ceux qui utilisent Eloa. Est-ce que vous êtes passé par l'outil régional de commercialisation de la Wallonie, de Digital Wallonia, ou bien est-ce que vous êtes passé chez Eloa en direct? Oui, c'est ça, vous êtes passé par ORC. Ça ne m'étonne pas que vous soyez passé par ORC parce que Eloa, à la base, c'est une boîte qui est de Perpignan, donc c'est français. Voilà, donc je vois que Anne Colette nous dit que dispose d'un hôtel de 7 chambres. Nous utilisons ORC et Eloa pour 390 € par an par site, si je comprends bien. Donc, vous avez aussi le site internet qui est avec, c'est ça? Site compris, donc OK. Voilà, donc ça, c'est une solution que... Est-ce que vous en êtes content de Eloa? Anne dit 80%, Christiane dit oui, et Anne Colette dit super facile. Alors, ce serait intéressant aussi de savoir, notamment chez Anne, pourquoi 80%. Donc, oui, c'est ça. Donc, Office régional de commercialisation, souci avec le contrat type pour les non-commerçants. OK. Location de meublés de vacances et non-commerçants. OK. Bon, il y a certaines conditions sans doute à respecter, mais n'hésitez pas à tester aussi différentes... Anne-Colette dit, avant nous étions chez Cubilis, moins cher et moins convivial. Alors, je n'ai pas cité Cubilis, tout simplement parce que Cubilis a été racheté par Stardeck. Donc, Cubilis que voici, vous voyez qu'il y a le petit Buy Stardeck ici. Et donc, alors vous pouvez toujours souscrire via le site de Cubilis, mais sachez que derrière, on est sur Stardeck. Et d'ailleurs, je pense que quand on va sur les prix ici, donc je suis sur le site de Stardeck, quand je vais sur le prix, vous voyez que vous avez Cubilis, Cubilis Premium, et vous avez aussi Booking Planner, et on l'a vu dans la slide précédente, que Booking Planner était l'une des solutions les plus utilisées, visiblement, en Belgique. Pour rebondir, Jérémy, donc au niveau de Stardeck, d'ailleurs, Stardeck est aussi racheté, ou en tout cas fait partie maintenant de Lighthouse. Ouais. Et Stardeck, c'est quand même intéressant à savoir, Stardeck est belge, donc parfois en termes de contact client, tout ça, ça peut aider. De base, c'est néerlandophone, mais ils ont des points de contact en Wallonie. Donc voilà, et puis au niveau de l'ORC, donc Eloa, c'est vraiment Visit Wallonia qui s'occupe de tout ça. N'hésitez pas à aller voir, que ce soit sur leur site. Ils ont des propositions de webinaires d'environ 3/4 d'heure pour présenter un petit peu l'outil et les possibilités. C'est entièrement gratuit.
Il faut juste, comme le webinaire comme aujourd'hui, il faut juste s'y inscrire et vous avez un échange avec une personne de chez Visit Wallonia qui vous explique un peu l'utilisation de l'outil. Yes. Et au niveau dernière petite chose, et puis je te laisse continuer. Au niveau de la tarification, peut-être que, ou peut-être pas d'ailleurs, certains montants, des exemples que Jérémy vous a montrés, vous paraissent élevés, mais en fait, il faut se rendre compte de tout le gain de temps et d'argent que ces outils peuvent vous permettre. D'où l'intérêt, justement, comme Jérémy l'a dit, d'utiliser les démos qui sont en général gratuites 15 jours, un mois, et donc qui vous permettent vraiment d'utiliser le plein potentiel de l'outil. N'hésitez pas à prendre contact avec les services commerciaux des entreprises parce que souvent, c'est des outils qui sont très complets et qui vous permettent vraiment un gros gain de temps, voire même d'argent, de visibilité. Donc, utilisez-les de manière complète et explorez ça à fond. Ici, l'idée, c'est vraiment de vous présenter plusieurs solutions, mais après, libre à vous de vous diriger vers l'une ou l'autre. Voilà. Yes, merci Arnaud pour ce complément d'information. Je ne savais pas que Stardeck disposait d'une antenne belge, donc ça c'est bon à savoir. En effet, c'est une Lighthouse Company, hein, donc c'est une boîte qui a racheté une boîte qui a racheté une boîte. Donc n'hésitez pas à trouver en tout cas un moyen de les tester, même si peut-être que vous les testez pour du beurre, c'est-à-dire que vous ne prenez pas de réservation, mais vous allez avoir accès au back-end de l'outil et vous allez tester en fait des fausses réservations ou demander à des gens de réserver et d'avoir un retour finalement sur l'utilisation de l'outil, parce que finalement vous êtes dans le domaine de l'hospitalité, hein, l'hospitality. Ça commence par les points de contact. Un des points de contact, c'est le site internet, c'est la réservation, c'est le contact client par email. Si vous pouvez améliorer cette expérience-là tout en augmentant l'efficacité, vous allez avoir finalement une approche en tout cas, vous allez augmenter la perception de la valeur et de l'hospitalité en soi chez le prospect et chez le client. Et ça va être aussi un moyen pour vous peut-être de fidéliser vos clients, parce que si c'est facile de réserver sur votre site en direct, vous allez peut-être plus facilement encourager vos clients à réserver en direct chez vous. OK. D'ailleurs, petit aparté, c'est intéressant j'ai écouté un podcast récemment, celui du CEO du groupe Accor. Alors évidemment, c'est une boîte énorme, mais c'est intéressant d'avoir son regard sur le marché. Alors le podcast en question, je partagerai le lien si vous souhaitez. C'est le podcast de Génération Do It Yourself et le CEO s'appelle Sébastien Bazin, si je ne me trompe pas. Et il va parler en fait dans ce podcast finalement de sa vision sur l'intelligence artificielle et sa relation face à des bookings.com, à des Airbnb et autres, et comment lui va essayer de fidéliser le client qui passe en direct dans ces établissements. Bref, je ferme la parenthèse. Je retourne sur mes slides. Donc ça, voilà, dernier outil que je cite, qui est disponible aussi pour vous. Sachez que la liste que je viens de citer n'est pas exhaustive. Il y en a encore beaucoup d'autres. J'ai essayé de garder ceux qui avaient les meilleurs avis, les meilleurs retours clients ou qui étaient les plus utilisés. J'en ai peut-être manqué certains, mais en tout cas, voilà, c'est des outils qui sont très complets avec des approches pricing différentes. D'ailleurs, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif avec les prix pour chaque solution. D'accord ? Vous voyez que Amenities commence même à partir de 0 € par mois. Vous pouvez peut-être regarder quelles sont les fonctionnalités qui seraient disponibles de manière gratuite. Muse ici n'affiche pas ses tarifs tout simplement parce qu'il s'adresse à des établissements plus gros qui ont besoin de personnalisation et donc qui vont avoir une approche sur les tarifs de manière personnalisée, mais qui seront aussi plus élevés. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Et puis après, je vous ai repris les prix
pour chacune de ces solutions, les différents outils qui sont disponibles dans ces solutions, d'accord? Si le support en français est disponible, les modalités de contact avec ces différentes plateformes. Donc, si vous utilisez par exemple Amenities, vous aurez uniquement accès au chat et par mail si vous avez besoin de support, alors que par exemple, si vous passez par Stardeck, eh bien, vous pourrez avoir un collaborateur de chez Stardeck au téléphone. D'accord? Donc ça aussi, c'est intéressant de le noter. Et alors, je vous ai mis pour quel type d'établissement, d'hébergement c'était idéal. Vous avez à chaque fois des noms, des types d'établissements qui sont répertoriés. Alors, vous voyez que j'ai à chaque fois mis des astérix pour pour différentes informations que vous pouvez retrouver ici en bas de page, d'accord, pour préciser un petit peu pourquoi est-ce que il y a ce tarif-là qui est mentionné, d'accord? Parce que parfois, il ne mentionne pas nécessairement un prix par mois, et donc j'ai dû reprendre le prix annuel que j'ai divisé par 12, etc., de façon à pouvoir comparer les prix sur une base commune. OK. D'ailleurs, je vois que Anne-Colette nous dit « Contact très facile et efficace avec Eloa, ce qui était plus laborieux avec Cubilis ». Très bien. Merci pour le retour. Alors, bon, on gagne en efficacité en essayant aussi d'automatiser différents processus. Alors, vous reconnaissez cette page. Pour ceux qui utilisent en tout cas déjà l'intelligence artificielle, j'imagine que parmi ceux qui l'utilisent, beaucoup passent par ChatGPT. ChatGPT qui, depuis fin 2022, a ne cessé de croître et n'a cessé de faire parler de lui. Il y a énormément d'utilisateurs de ChatGPT. C'est lui qui est un peu le leader dans tout ce qui est chatbot LLM. Alors, en quoi ça pourrait être utile, ChatGPT, pour l'hébergement? J'ai repris quelques exemples, vous allez voir. Alors, pour utiliser ChatGPT, vous pouvez l'utiliser en vous inscrivant gratuitement ou en ne vous inscrivant pas. Vous pouvez l'utiliser aussi sans vous inscrire. Le problème, c'est que si vous ne vous inscrivez pas sur la plateforme, vous ne pourrez pas, par exemple, uploader, donc télécharger des fichiers et ce genre de choses. D'accord? Donc, vous pouvez créer un compte gratuit et déjà avoir accès à quasiment toutes les fonctionnalités. Je dis bien quasiment toutes les fonctionnalités. On va voir ça. Donc, avant de voir ça, comment est-ce que fonctionne ChatGPT? En fait, ChatGPT, vous l'avez peut-être vu dans un webinaire précédent, mais je fais ça en guise de rappel. C'est un Large Language Model. Donc, en fait, il va prédire le mot suivant sur base de la discussion que vous avez eue jusqu'à présent. Donc, c'est de la probabilité, c'est de la statistique. Donc, par exemple, si je dis « il était une », le mot « fois », « il était une fois », le mot « fois » sera sans doute le plus probable. C'est de la statistique, c'est de la probabilité. Donc, il ne réfléchit pas vraiment. Il va prédire le mot suivant sur base de la discussion que vous avez eue jusqu'à présent. D'ailleurs, parfois, les mots qui sont proposés sont incorrects ou incohérents. C'est ce qu'on appelle des hallucinations. Alors, aujourd'hui, des hallucinations, avec ChatGPT, il y en a de moins en moins. Donc, on parlera de moins en moins d'hallucinations qui sont en fait des bugs, finalement. D'accord? Alors, pour utiliser ChatGPT, vous allez utiliser ce qu'on appelle un prompt, donc une instruction que vous allez envoyer par message. D'accord? Par exemple, si je vais sur ChatGPT là maintenant et que je lui dis trouve-moi un hébergement du côté de Namur pour. Alors, je vérifie que vous voyez bien mon écran. Oui. Une famille avec un enfant en bas âge. Alors, vous voyez que j'ai complété la phrase ici de manière vocale, c'est tout simplement pour aller plus vite. Si je fais ça, il va employer sa fonction recherche, mais je peux le forcer à faire la recherche en cliquant ici. Donc, je dis, trouve-moi un hébergement de côté de Namur pour une famille avec un enfant en bas âge. Il utilise sa fonction de recherche.
Voilà, donc voici location de vacances familiales, les Cerisiers, gîte citadin de Namur, gîte le 44, des hôtels, etc. Château de Namur, des gîtes et maisons de vacances. Alors ça, évidemment, ce n'est pas vous qui allez faire ce genre de requête, c'est plutôt vos prospects et vos clients. On retrouve d'ailleurs les sources qui sont ici. On voit qu'il s'est basé sur les différentes sources ici. Aujourd'hui, ça va être le nouveau Google. C'est-à-dire que de plus en plus de monde utilise ChatGPT à la place d'utiliser Google. Pourquoi est-ce qu'ils vont utiliser ChatGPT plutôt que Google? Tout simplement parce que ChatGPT va apprendre de plus en plus à connaître ses utilisateurs et va de plus en plus proposer des résultats qui sont vraiment personnalisés. C'est-à-dire que moi, ChatGPT, c'est que ma femme s'appelle Adeline et que j'ai un enfant qui s'appelle Noah et qu'il a 1 mois. Voilà. Donc, quand j'ai même pas besoin de lui dire en fait de préciser nécessairement famille avec enfant en bas âge. Si je lui dis trouve-moi un hébergement de côté de Namur, il va me proposer des hébergements qui sont plus propices pour les familles ou en tout cas, s'il ne me le propose pas automatiquement, il va me proposer tiens, est-ce que c'est pour le boulot ou est-ce que c'est pour la famille? Et en fonction, il va déduire que si c'est pour la famille, il sait qu'il y a un enfant derrière. Et voilà. OK? Voilà. Donc, un prompt, c'est ce que je viens de faire. C'est ce que je viens d'envoyer comme message à ChatGPT. Le prompt, il peut avoir différentes formes. Ça peut être du texte, mais je pourrais aussi prendre une photo. Je pourrais ajouter un fichier. Je pourrais ajouter du son. Je pourrais ajouter différentes choses. Je pourrais même ajouter le lien d'un site internet. Je peux en fait ajouter différents types d'informations directement dans mon prompt. Et pareil, ChatGPT peut me fournir en retour différentes modalités, c'est-à-dire du texte, des images, des vidéos, mais pas directement dans l'interface de ChatGPT. Vous allez voir, c'est plutôt dans une autre interface pour avoir les vidéos, mais qui est quand même liée à ChatGPT, qui s'appelle Sora. Vous allez pouvoir avoir du code, etc. etc. Donc, vous voyez que le prompt peut être uniquement du texte ou plus que du texte. Et pareil, en retour, ChatGPT peut nous donner du texte, mais aussi des images et autres. Imaginez que vous avez ce genre d'email. J'espère que ça ne va pas vous arriver souvent, mais ça peut arriver que vous ayez parfois des clients qui soient un petit peu déçus, imaginons, parce que voilà, tout ne se passe pas comme prévu. Et là, vous avez Monsieur Lefebvre qui vous dit « Séjour décevant. Bonjour, je suis déçu de mon séjour. La chambre n'était pas prête à mon arrivée. Le personnel semblait débordé. J'espère un geste commercial. Cordialement, Julien Lefebvre. » Alors, si vous recevez ce type d'email, je ne sais pas nécessairement quelle est votre politique, mais ce genre d'email pourrait être répondu avec ChatGPT. Alors, quand je dis répondu, attendez, je vais essayer de vous partager l'entièreté de mon écran, comme ça, je vais avoir plus facile de gérer les transitions. Je vais partager l'ensemble de mon écran, de la fenêtre, et alors on va partir sur cette fenêtre-ci. Donc voilà, donc là vous voyez en plusieurs fois. Est-ce que... Attendez. Voilà. Ouais, ok, nickel. Donc imaginez que vous devez répondre à ce client-là. Que faites-vous? Vous pourriez très bien dire réponds, copier-coller l'email et attendre une réponse. Okay. Bonjour Monsieur Lefebvre, je vous remercie d'avoir pris le temps de partager votre retour. Je comprends parfaitement votre déception et vous prie de bien vouloir accepter nos excuses pour ces désagréments. Votre confort est au cœur de nos priorités et il est clair que nous n'avons pas été à la hauteur de vos attentes cette fois-ci. Pour nous excuser, nous aimerions proposer, et là vous voyez qu'il met derrière des idées,
ce que vous pouvez proposer. Un geste commercial, une remise sur votre prochain séjour, un bon cadeau d'une valeur 2, adapté selon votre politique d'établissement. Je reste à votre disposition pour organiser cela ou échanger davantage si vous le souhaitez. Alors, ici, vous voyez que mon prompt était assez limité. Hein. J'ai juste dit « réponds ». Mais peut-être que vous devez rentrer un peu plus dans le détail et dire « réponds », mais en précisant que ce jour-là, le client était peut-être arrivé lui-même trop tôt et donc n'accorde pas de geste commercial. D'accord ? Et donc là, vous allez obtenir un email qui sera adapté à votre prompt. Ici, j'ai juste mis « et répond ». Donc là, je laisse un petit peu décider ce qu'il faudrait répondre. Au niveau de la forme, peut-être que vous allez avoir un langage beaucoup plus familier. Et donc, dans ce cas-là, dites-le. Réponds avec un langage familier. Ou réponds en t'adressant par le prénom, si c'est un petit peu votre approche avec les clients. D'accord ? Réponds avec un ton humoristique. Voilà. Tiens, dites-moi un petit peu dans le chat qui utilise ChatGPT pour répondre aux emails. Anne, moi, Barbara, pas les emails, les avis Google, ouais. OK, et jamais essayé, moi, OK. Très bien. Alors là, c'est parfois un exercice que je demande de faire, hein, de le faire en live. Ici, je ne vais pas nécessairement le faire. Comme ça, on peut avancer sur les autres thématiques. Mais si vous le faites, demandez-vous si est-ce que la réponse est adaptée. Est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose qui va refléter votre style, celui de votre établissement, et demandez-vous évidemment quel aura l'impact de cette réponse sur la fidélité du client. D'accord ? Voici par exemple une réponse différente. Si vous étiez le Mama Shelter, le Mama Shelter qui a un style qui est propre à lui, qui s'adresse à un public peut-être un peu jeune et qui se veut avoir un positionnement un peu à la cool, un peu à contre-courant. Et donc, il va répondre plutôt par le prénom. Il va dire « Hello Julien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écrire. D'abord, un grand mea culpa pour ce faux départ. Ce n'est clairement pas l'accueil qu'on rêve d'offrir chez Mama. » Vous voyez que c'est très familier. C'est un petit peu comme si on parlait tout simplement tout haut. On aurait préféré vous faire entrer dans votre chambre en fanfare, pas en vous laissant poireauter dans le hall pendant que notre équipe courait partout comme des poules sans tête, elles aussi parfois débordées, paraît-il, pour nous faire pardonner la prochaine fois que vous passerez la porte du Mama à Luxembourg. La première boisson est pour nous. De quoi trinquer à un séjour qui, promis juré, sera à la hauteur de vos attentes. On a blablabla. À très vite pour l'interrogation. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, comme le dit Colette, préciser le ton. Maintenant, vous voyez que ici, le Mama Shelter a un ton qui est vraiment avec une signature bien particulière. Imaginez que vous avez pris le temps de refléter cette signature sur votre site Internet. Bien, vous pourriez très bien aller sur votre site Internet. Donc, je vais regarder l'exemple du Mama Shelter parce que c'est un exemple qui est assez parlant. D'accord ? Ils ont une vraie identité. Donc, si je prends le Mama Shelter ici, je pourrais très bien dire, je vais sélectionner tout le site comme ceci. Vous voyez que j'ai fait CTRL-A pour tout sélectionner et j'ai fait CTRL-C pour copier le contenu du site. Ensuite, je peux aller sur ChatGPT et dire « Analyse le tone of voice de ce site ». Je colle maintenant le contenu. D'accord ? Vous voyez qu'il a pris tout le contenu texte de la page d'accueil. J'aurais peut-être pu prendre une autre page où il y avait plus de texte, hein, peut-être dans le « à propos ». J'aurais peut-être dû prendre cette page-là, hein, tout simplement. Donc, le tone of voice en anglais, ça veut dire le ton, hein, le ton, le style de la marque. Vous pourriez tout simplement le dire en français aussi, ça marche, hein, le ton de la voix.
C'est juste un petit peu bizarre traduit littéralement. Et vous voyez qu'ici, vous avez l'analyse décontractée, audacieux et festif. Vous voyez, vous avez une vraie description détaillée du positionnement, du style d'écriture. Donc, une fois que vous avez ça, donc, imaginons que vous avez votre site qui reflète vraiment comment vous voulez parler à vos clients. Vous pouvez demander à ChatGPT d'analyser ce contenu et puis de réutiliser cette analyse. Vous voyez qu'il donne même des exemples, donc il n'a même pas fini d'écrire. Je vais le laisser quand même terminer. Pendant ce temps-là, je check le chat pour voir s'il y avait des questions, des réactions. On peut faire des prompts bis ou ter pour corriger la première mouture. Oui, hein, on peut bien sûr éditer ces prompts. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Donc ici, par exemple, je prends l'analyse du tone of voice. Je retourne dans ma conversation ici où je lui ai demandé de répondre au client. Je pourrais lui dire « Réponds en utilisant la charte de notre marque » et je colle le contenu de l'analyse et j'envoie. Il va réécrire son email. Vous voyez que l'objet est déjà différent. Julien, on va se rattraper, promis, juré, avec le petit emoji. Hello Julien, ouch, on lit votre message et clairement, maman n'aime pas du tout quand ses invités ne sont pas reçus comme des rois et des reines dès le premier pas dans la maison. Vous voyez que le style est complètement différent. Le fond reste le même, mais la façon dont vous allez vous adresser change totalement la perception qu'on va avoir de votre établissement. Donc oui, ChatGPT peut analyser le contenu et peut évidemment aussi donner son avis sur comment analyser votre site. Donc si vous me passez d'ailleurs peut-être les liens de vos différents établissements, de vos sites à vous, je pourrais peut-être utiliser vos sites comme exemple tout simplement. D'accord ? Donc n'hésitez pas à me les envoyer et je rebondirai là-dessus. Alors, vous pouvez, pour répondre à la question que j'ai eue de Lucrèce, vous pouvez éditer un prompt initial. Donc, imaginons que ici, je souhaite éditer ce prompt-là. Je clique sur « Modifier le message » et je vais mettre « Réponds dans un style festif ». Alors, c'est bizarre de dire ça alors que l'email est négatif. J'envoie et vous voyez que tout a été effacé en bas. Vous voyez que ici, objet, un coup de baguette magique pour votre prochain séjour, Monsieur Lefebvre. Bonjour, Monsieur Lefebvre. Donc, on est toujours on s'adresse toujours par le nom de famille, mais le style est festif. D'accord ? Donc, on n'est pas dans le style Mama, mais on est dans un style quand même festif malgré tout. Donc, voilà, si vous êtes un établissement festif, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez toujours revenir sur l'ancien prompt que vous avez fait. Vous voyez qu'ici, je suis sur 2 sur 2. Je peux cliquer à gauche et on va revenir à 1 sur 2 et on va avoir la discussion initiale. OK, donc vous pouvez toujours la retrouver. Alors, allez, je vais prendre le premier lien que j'ai reçu, celui de Barbara, ici. Donc maintenant, je vais sur le site de Barbara, qui a un site, je trouve, au premier abord déjà très très bien au niveau visuel. D'accord ? Super, avec des chouettes animations. Développé par Factory. OK, très bien. Vous avez plusieurs façons de voir les choses. Soit vous vous dites, on va améliorer l'écriture. Dans ce cas-là, vous pouvez copier, coller comme ceci, en sélectionnant l'ensemble du site. Soit vous vous dites, j'aimerais bien plutôt un retour sur l'aspect visuel également. Dans ce cas-là, il faut prendre un screenshot. Moi, j'utilise une petite extension qui s'appelle Go Full Page parce que si je veux prendre un screenshot du site et pas seulement ce que je vois actuellement à l'écran, je vais devoir scroller. Et pour ça, j'utilise
GoFullPage, qui est une extension Chrome. Et donc, vous voyez que GoFullPage c'est lui qui scrolle en ce moment automatiquement et qui va prendre un screenshot de l'ensemble de la page. Vous voyez qu'il a pris toute la page ici. Et puis, je fais clic droit, Copy Image. L'image a été copiée. Alors, on s'assurera que, évidemment, l'image soit toujours de bonne qualité parce que plus le site est long et plus l'image risque d'être réduite. Et je vais lui dire, tu es marketeur et surtout UX, UI designer et tu vas me faire des recommandations. Tu vas me faire des recommandations sur comment je pourrais améliorer le site web 6 juin, voire screenshot 6 juin. Vous voyez que, bon, je l'ai fait de manière orale, ce prompt pour aller plus vite. Alors, le 6 juin, il a mal orthographié. Les typos, ce n'est pas très grave, hein, ça n'a pas vraiment d'impact, sauf si vous en faites vraiment beaucoup, mais ça n'a pas vraiment d'impact sur la qualité du résultat. Donc, vous voyez que j'ai uploadé ici le screenshot et j'envoie. OK, donc sur le temps qui génère la réponse, je vais peut-être aussi aller voir le site de Anne. Omakra, bienvenue dans notre BNB et gîte à Aubel. Très bien. OK. Et donc ici, pareil, hein, je pourrais très bien faire un full screenshot. Go full page. Copy image. Et je vais simplement ouvrir une nouvelle conversation comme ça. Je colle l'image. Je vais copier-coller mon prompt et envoyer exactement le même. Analyse globale, point positif, problème détecté. L'accroche principale est trop longue et manque d'impact visuel immédiat. Alors attention que gardez votre esprit critique. Hein. Ici, je vais demander des recommandations, donc il s'oblige à faire des recommandations, mais peut-être que il n'y a rien à changer. Hein. Attention, c'est vous qui gardez votre esprit critique par rapport à ça. Le call to action réservé est perdu dans la masse, pas assez mis en avant. Trop de styles de boutons différents, ce qui dilue la hiérarchie des actions. Alors, on va juste retourner sur le site pour essayer de comprendre ce qu'il nous dit. Donc, l'accroche principale est trop longue et manque d'impact visuel immédiat. S'oxygéner en pleine nature ou faire la fête à Spa. Le choix est vôtre. OK. Alors, derrière, il fait des recommandations. Ce qui fonctionne, bonne photo immersive, ambiance chaleureuse. Et effectivement, il y avait des chouettes points positifs qu'il a relevés ici, que je n'ai pas relevé de mon côté, parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est toujours les améliorations. À améliorer, donc simplifier l'accroche. Avant, c'était ça. Donc, on voit qu'il a bien retranscrit l'accroche. Et il dirait plutôt Spa, nature, fête, votre échappée belle commence ici. Et bien, pour le coup, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais pour le coup, je suis assez d'accord. Maintenant, quand on compare la phrase ici et celle-là, on voit qu'elles sont quasiment de même taille. Hein, donc, elle est réduite, mais pas beaucoup. Peut-être qu'on pourrait s'arrêter à Spa, nature, fête, votre échappée belle. Et je pense qu'en effet, ce sera plus impactant parce que plus concis. Ajouter un CTA principal, bouton large, couleur contrastée, vert forêt. Hein. Exemple, réservez votre séjour. Et, réserver une dame, réserver une chambre. Ouais. À voir, à voir. Enfin voilà, vous avez toute une série de recommandations que je ne vais pas passer en revue parce qu'on n'a pas nécessairement le temps. Même si j'ai envie de partager, de passer en revue tout ça, je peux vous partager peut-être la discussion. Je ne suis pas sûr que ça marchera parce que quand il y a des images dans les conversations, des fois, ce n'est pas accessible, mais je le partage quand même dans le chat. Si jamais ça fonctionne, tant mieux pour vous. Et alors, si je vais voir maintenant
Le site Aobel, voilà, donc non, c'est pas celui-ci, ça c'est Mama, pardon. Le site Aobel, le voilà. Les points positifs à conserver, les recommandations. Donc ici, par exemple, le problème, c'est le texte est dominant à gauche, mais l'image à droite n'est pas immédiatement engageante. Ajoute un hero banner en pleine largeur avec une photo immersive du lieu. Donc le hero banner, il faut le savoir, c'est... donc si je retourne voilà, sur le site, le hero banner, ça va être vraiment la partie ici qu'on voit en haut du site. Alors, attention que les images ici, elles changent. Donc, lui, il aura accès qu'à une des images, celle qui sera affichée au moment, voilà, au moment du screenshot. Hein, donc, voilà, il n'a pas vu toutes les autres images. Voilà, donc pareil, hein, je ne vais pas non plus tout passer en revue, mais vous avez aussi des recommandations. D'accord ? Donc, je vais envoyer ici tout simplement la conversation ici. Comme ça, vous l'avez. Voilà. OK. Très bien. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris un autre exemple plus formel dans les slides, de réponse plus formelle. Vous pouvez vraiment lui demander tout ce que vous voulez. Petite question que j'ai à vous poser. Quel prompt choisisseriez-vous pour répondre au client? Est-ce que vous allez utiliser le prompt A ou le prompt B? Donc, le prompt A, c'est « Réponds à ce client ». Et le prompt B, c'est « Réponds à ce client » tenant compte du style de communication, du nom de votre établissement, avec un ton chaleureux, professionnel et moderne. Enfin, ton, en tout cas, qui définit un petit peu qui vous êtes. Françoise dit B, Barbara B, Anne B, Christiane B, Lucrèce B. Alors, tout le monde dit B, visiblement. Alors, de prime abord, vous avez raison. Mais il y a un petit piège, évidemment, dans... Cédric a dit B. J'ai dit qu'il y avait un petit piège. Cédric, attention. Donc, il y a un petit piège. La réponse, c'est « ça dépend ». Alors, pourquoi est-ce que je dis « ça dépend » ? Car vous ne le savez peut-être pas, mais dans ChatGPT, il y a la possibilité de personnaliser ChatGPT. Et donc, en fait, en personnalisant ChatGPT, vous allez donner des informations à ChatGPT qui vous permettra de ne pas systématiquement devoir tout réexpliquer. Et donc, si vous avez déjà expliqué à ChatGPT que vous voulez qu'il réponde dans un ton chaleureux, professionnel, moderne, et que vous êtes le gérant du Novotel, eh bien, vous n'avez pas besoin nécessairement de le réexpliquer à chaque fois. C'est pour ça que je dis ça dépend. Mais sur le fond, vous avez tous raison. Hein, c'est bien un prompt bien détaillé qui est toujours meilleur qu'un prompt trop court. Maintenant, si vous avez bien personnalisé ChatGPT, eh bien, vous n'auriez peut-être plus à faire ça systématiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment on le fait? Avant de vous en parler, je vous montre un exemple. Donc, moi, je suis consultant, je suis formateur, je réponds aussi à des emails. Hein. Et à gauche, vous voyez, en fait, tout simplement, une personne qui m'envoie un email et qui me dit, voilà, alors, il me dit quoi? Il me dit, bonjour Jérémy, nous avons été en contact il y a un certain temps. Pourrais-tu me faire un update des services que tu proposes, site web ou uniquement marketing? Merci Vincent. En fait, vous voyez que j'ai copié-collé son email, mais aussi les emails précédents qu'il m'avait envoyés. Donc, j'ai sélectionné tout d'un coup, toute la discussion, et j'ai uploadé, et j'ai juste dit « réponds ». J'ai juste dit « réponds ». Et malgré tout, ChatGPT a été capable de me faire quelque chose de personnalisé. Il a été capable de dire que j'avais deux activités, celle d'Airplan et celle de Marketing Maker. Il a expliqué ce qu'était Airplan, il a été capable d'expliquer ce qu'était Marketing Makers, et encore plus loin, il a été capable de dire, par rapport à ce que je faisais en 2021, parce qu'en fait, la dernière discussion que j'ai eue avec ce prospect, c'était
le jeudi 24 juin 2021. Donc, ça remonte. Donc, même moi, pour répondre à ce prospect, j'aurais dû me remémorer, OK, on en était où, etc., revoir les discussions et faire le lien entre qui j'étais avant et qui je suis maintenant. ChatGPT l'a fait avec brio à ma place. Il en a déduit ce que je faisais avant et ce que je faisais aujourd'hui était différent, et donc a expliqué ce qu'était Airplan, ce qu'était Marketing Makers, et il a mis les bons liens vers les bons sites Internet. Et ça, pour écrire un mail comme ça m'aurait pris 15 bonnes minutes. Là, ça m'a pris littéralement 2 secondes. OK, donc gain de temps, 15 minutes, c'est quand même pas mal. Alors, pour arriver à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez ChatGPT, vous pouvez aller en haut à droite et cliquer sur personnaliser ChatGPT. Et là, vous allez avoir 4 questions. Les voici. Donc, une question. Alors, je vais prendre mon autre compte où j'ai répondu en français, ce sera peut-être plus simple. Je ne dis pas que votre anglais n'est pas au top, mais comme toute cette présentation est en français, autant continuer en français. Comment ChatGPT doit-il s'adresser à vous? Moi, j'ai mis simplement Jérém. Je préfère qu'il m'appelle par mon diminutif. Que faites-vous dans la vie? Formateur IA pour Marketing Makers et fondateur de Airplan. Donc, ça veut dire que tous les mails que je copie-colle où je lui demande de répondre, où on parle de Marketing Makers et on parle de Airplan, il sait de qui je suis par rapport à ces projets. Donc, c'est déjà une information importante. Ensuite, je vais pouvoir aussi lui dire le ton ou le style que je voudrais avec lequel il réponde. Donc là, pareil, je pourrais avoir analysé mon site Internet et copier-coller tout simplement le style ici que je souhaiterais qu'il adopte. Voilà, donc moi, je lui demande d'adopter un ton conversationnel, sauf si un niveau de formalité est requis. Pour les emails et les réseaux sociaux, rester concis et percutant, ne pas utiliser de hashtag, citer les sources officielles. Je vais même expliquer quelle était ma personnalité. Donc, j'ai fait des tests de personnalité et je lui ai donné le résultat. Ça aussi, ça permet de rentrer encore un peu plus dans le détail. Donc, j'ai une question. Quid si on a plusieurs casquettes? On fait un ChatGPT professionnel et un autre pour le gîte, car le ton sera fort différent, par exemple, pour un client ou pour un entrepreneur qui a mal travaillé. Eh bien, dans ce cas-là, vous pourriez dire à ChatGPT, voici le ton avec lequel j'aimerais que tu répondes dans telle situation et voici le ton que j'aimerais que tu répondes dans telle situation. Donc, si on parle, par exemple, de vie personnelle, de travaux dans la maison, etc., emploie ce ton-ci. Et pour la vie professionnelle, c'est-à-dire mon établissement, un tel, emploie tel ton. Par exemple, vous pouvez très bien le mettre ici. Avez-vous d'autres informations à fournir à ChatGPT? Pareil, si vous avez des compléments d'informations. Dans mon cas, j'ai mis ma petite bio, d'accord, avec mes différents projets sur lesquels je travaille, en plus de Airplan, en plus de Marketing Makers. OK. Voilà, donc ça, c'est un premier élément qui va vous permettre de personnaliser ChatGPT pour qu'il vous donne plus facilement des résultats personnalisés et surtout là où vous allez gagner du temps. Pourquoi personnaliser? Je viens de le dire, c'est dans la slide, vous aurez les slides après. Alors, il n'y a pas que personnaliser ChatGPT qui va vous permettre de gagner du temps. Il y a en fait la mémoire que j'appelle interconversationnelle flexible. C'est comme ça que moi je l'ai appelé, mais je vais vous montrer ce que c'est. Et puis vous avez les projets et les GPT pour se rappeler d'instructions récurrentes. Ça, c'est un peu plus spécifique et c'est surtout uniquement disponible, celle-ci en tout cas, uniquement disponible en version payante. Pour la mémoire, comment ça marche? C'est très simple. Si je dis, retiens que j'ai racheté l'hôtel Ibis de Liège. Ce n'est pas du tout le cas. Et si j'envoie ça, alors ça c'est amélioration de la mémoire. ChatGPT peut désormais faire référence à tous les chats. OK, je ne vais pas parler de ça, mais
sachez que, vous voyez qu'ici, on a un petit élément gris qui vient d'être ajouté. Il m'a mis, c'est noté, félicitations pour cette acquisition, un move stratégique. Tu veux qu'on explore ensemble les idées, etc. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'on a un petit élément gris, élément mémorisé. L'utilisateur a racheté le Talibis de Liège. Encore une fois, c'est faux, hein, c'est juste pour l'exercice. Si je clique sur Gérer, ben, vous allez voir tout ce que... alors, je vais supprimer des choses qui sont fausses que j'avais faites pour des exercices. Vous voyez que l'utilisateur a racheté le Talibis et vous voyez qu'il y a d'autres choses qu'il a retenues. D'accord chaque chose qu'il a retenue, vous pouvez décider de les supprimer de sa mémoire ou de supprimer tout. L'utilisateur a racheté le Talibis de Liège, c'est faux, donc je le supprime. Mais imaginons que ce soit le cas, bah, aujourd'hui, il sait que je suis propriétaire de l'Otalibis et donc si je reçois un email d'un client qui parle de l'Otalibis, il sait qu'il peut peut-être signer Jérémy, patron de l'Otalibis. Enfin, j'invente, mais donc c'est une information, quoi. Donc en gros, vous pouvez lui demander de retenir certaines choses qui sont des informations qui ne trouvent pas nécessairement leur place dans les 4 questions ici, mais qui vont trouver leur place dans la mémoire. Et vous allez voir aussi que même si vous demandez à ChatGPT de ne pas retenir les choses, des fois, il prend l'initiative de retenir des choses. Donc, si je dis, par exemple, ma nouvelle femme s'appelle Sophia, c'était l'exemple faux de tout à l'heure, bah, ça, il se dit, c'est un élément important et normalement, il va dire, ah bah ok, mais ça, je le mets dans ma mémoire. Vous voyez qu'il le met dans sa mémoire parce qu'il se dit que c'est un élément important qui va peut-être être utile plus tard. C'est faux, hein, mais je sais que ça marchait, donc je faisais comme exemple. Any questions? Pas de questions là-dessus? N'hésitez pas. Je regarde l'heure à 19h48. Arnaud, rappelle-moi, c'est quoi la limite? On avait dit 20h30. Ok, très bien. Dans le live comme ça, j'avais complètement essayé de me rappeler, mais j'étais plus sûr. Merci pour ce rappel. Ok. Donc, vous pouvez utiliser personnaliser ChatGPT, la mémoire interconversationnelle, et puis la possibilité d'utiliser des projets dans ChatGPT. Je n'ai pas rentré dans la démonstration des projets parce qu'on n'a pas nécessairement le temps de tout voir. Mais sachez que ça existe et ce sera dans les slides aussi. Alors, un point important tout de même, c'est la gestion des données. Vous voyez que j'ai copié-collé ici des données dans ChatGPT. J'ai copié-collé, par exemple, des noms, prénoms, adresses email. Ce sont des informations qui sont à caractère personnel. Pour ça, pour la gestion des informations à caractère personnel, je renverrai plutôt dans les ressources de Horeca Rolani. Il y a eu notamment un webinaire sur GDPR pour ceux qui étaient présents. Sachez qu'il y a encore des ressources qui vont arriver relatives à ça. Donc, sachez que si vous transmettez des informations à caractère personnel, vous devez avoir l'accord de la personne pour le faire, que ce soit dans ChatGPT, mais dans n'importe quel outil digital. OK? Donc, attention à ça. Donc, ça, c'est déjà première information. Deuxième information qui est décorrélée de GDPR, c'est l'amélioration du modèle. En fait, dans ChatGPT, vous avez un paramètre que vous pouvez trouver en cliquant sur Paramètres et puis en cliquant sur Gestion des données, ici. Vous voyez qu'ici, j'ai amélioré le modèle pour tous que j'ai désactivé. C'est quelque chose que je vous... Désolé, j'ai mon siège qui grince un peu, j'espère que vous ne l'entendez pas. J'ai désactivé cette fonctionnalité-là parce que si je ne le fais pas, ça veut dire que OpenAI, ChatGPT, se donne le droit d'accéder à vos conversations et utiliser les informations qui sont dedans pour entraîner le modèle qui sera disponible pour tout le monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je partage mes secrets, voilà, je ne sais pas si vous avez des secrets, mais si vous les partagez dans ChatGPT et que ça est activé, OpenAI peut utiliser
vos conversations, donc vos secrets qui sont dans les conversations, et entraîner son modèle avec ça. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que moi, je pourrais par hasard tomber sur vos secrets si je demande, par exemple, est-ce que tu peux me dire quelle est la stratégie du Novotel ou de Liège, ainsi que ces questions comptables. Enfin, j'invente, mais alors, évidemment, je caricature et je caricature un petit peu parce que pour que ce genre de choses soit disponible à tout le monde, il faut quand même qu'elle soit partagée en masse dans les conversations et par beaucoup d'utilisateurs pour que ça pondère dans les résultats. Mais bon, néanmoins, par sécurité, je vous recommande de désactiver cette fonction. OK. Alors, vous avez aussi la même fonctionnalité dans Grok, Grok qui est un concurrent à ChatGPT. Voilà, ça existe aussi dans Grok. Alors, vers où on va avec toute cette technologie-là? C'est une question que vous pourriez légitimement vous poser. Je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler. OpenAI a sorti un outil qui s'appelle Operator. À Operator, on pourrait lui dire, en tant qu'utilisateur, en tant que touriste, réserve une nuit d'hôtel à Luxembourg pour 2 adultes et un bébé de 0 ans, du lundi 28 au mardi 29 mai. Il faudrait que ce soit un hôtel du groupe Accor. Alors, comme je n'ai pas mentionné le mois, c'est sous-entendu le mois en cours. Il faudrait que ce soit un hôtel du groupe Accor, de préférence adapté aux familles, avec un restaurant sympa sur place, budget max 200 €, tarif membre. Si je lui envoie ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, j'envoie ça à Operator. On voit que l'interface ressemble énormément à ChatGPT. Donc, le prompt, il est là, vous le voyez. Hein. Je vais un peu accélérer parce que... Voilà. Et vous voyez que quand j'envoie le prompt, derrière, Operator, qui est un outil de ChatGPT, va ouvrir un navigateur et va lui-même exécuter une recherche qui est Accor Hôtel. Et ensuite, il va cliquer sur le site de Accor et vous allez voir, ce n'est pas moi hein, qui fait ça, c'est vraiment automatiquement Operator qui va cliquer sur la destination Luxembourg, qui va introduire les bonnes dates, le nombre de guests, tout ça automatiquement. D'accord? Là, je pourrais par exemple envoyer cette requête-là, aller dîner, revenir et avoir la réservation qui est faite. Pourquoi mentionne-t-il Booking 4 ? Je ne vois pas où est-ce qu'il a mentionné ça. Donc, vous voyez que là, encore une fois, ce n'est pas moi qui sélectionne les choses, c'est lui qui... page précédente, supérieure gauche. Alors, est-ce qu'on parlait de cette... je reviens un petit peu en arrière. Oups, du coup, je vais aller trop loin en arrière. Je reviens dans le slide. Pardon. Coin supérieur gauche, est-ce qu'on parlait d'ici ou est-ce qu'on parlait de cette vidéo-ci? Ah, non, ça c'est le nom de la vidéo. C'est moi qui ai nommé cette vidéo Hotel Booking 4 parce que j'ai fait plusieurs démos et c'était la 4e démo. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est moi qui ai nommé. Donc j'ai enregistré mon écran. Hein. Et vous voyez, en fait, la souris se déplacer, ce n'est pas moi qui la déplace, c'est l'intelligence artificielle qui le déplace. Et à un moment donné, il va me réserver un hôtel et là, il va me dire, OK, est-ce que tu veux que je réserve? Et je dis oui, réserve. Et il y a juste un moment où je vais devoir prendre le relais, c'est au moment où je vais devoir introduire ma carte de crédit. Mais voilà, c'est le seul moment où j'ai vraiment pris le relais. Je vais devoir introduire ma carte de crédit. On pourrait imaginer que bientôt, il soit possible d'enregistrer sa carte de crédit dans Operator une bonne fois pour toutes pour qu'il puisse lui-même vraiment réserver directement l'hôtel. D'accord? Alors, ici, c'est vraiment la vidéo en temps réel. Je vous la laisse dans les slides si jamais vous voulez voir comment tout ceci se déroule. Mais sachez que vous avez aussi la version accélérée
que je vous montre maintenant. Voilà, donc opérateur va sur Bing, il clique sur accord, il introduit la destination, il introduit les dates, etc. Mais tout ça est fait par opérateur. Donc, on pourrait imaginer que plus tard, vos clients s'adressent à des intelligences artificielles pour réserver leur séjour. Ça veut dire qu'il faudra être attentif probablement sur la façon dont, pour être présent dans les résultats de recherche de ces intelligences artificielles-là, et comment est-ce que vous pouvez rendre votre site accessible, facilement accessible par les intelligences artificielles, accessible et compréhensible. Donc, il faudra réfléchir à la fois pour les humains, mais aussi pour les intelligences artificielles. D'accord ? Et on pourrait aussi imaginer, dans l'autre sens, que ce soit l'intelligence artificielle aussi qui va prendre possession de la gestion de vos logiciels en interne pour certaines tâches ou pour l'ensemble des tâches. Donc ici, on n'est qu'au début. D'accord ? Mais ça va aller très, très vite. OK ? Donc là, c'est un autre exemple de prompt. Je ne vais pas trop passer de temps dessus, mais où vous pourriez dire rédige un email de bienvenue personnalisé à un client qui veut réserver dans notre hôtel. Utilise les éléments suivants. Et là, vous remplissez en fait tout simplement les infos que vous avez sur le client, sa réservation. Vous pouvez lui demander, par exemple, de rechercher des informations. Par exemple, rechercher la météo pour les dates et le nom de l'hôtel, hein, donc date d'arrivée, date de sortie. Par exemple, de rechercher aussi des événements locaux en ce moment près de votre hôtel et éventuellement des suggestions de restaurants proches de l'hôtel. D'accord ? Donc ça, c'est un prompt assez long, mais qui vous permet de rédiger un email hyper personnalisé. Parce que je vous l'ai montré tout à l'heure, ChatGPT a accès à la fonction recherche. Donc, vous pouvez rechercher la météo et vous pouvez rechercher des événements locaux. Exemple de résultat. Donc là, on voit que ChatGPT a répondu avec la météo. Il a même mentionné ici qu'il a utilisé 6 sites Internet pour mentionner la météo, dont le site de l'avenir. Il a trouvé aussi voilà, des événements, d'accord, à ces dates-là, etc., etc. Alors, toujours vérifier ce que ChatGPT dit, parce que ChatGPT peut faire des erreurs. Donc, ne pas aveuglément copier-coller tout dans tous les sens, mais toujours bien relire et vérifier l'information. J'ai fait une petite vidéo ici qui montrait comment ChatGPT pouvait, en se connectant à votre CRM, donc à votre système qui permet de s'occuper de la relation avec vos clients, comment est-ce que ChatGPT pouvait en fait écrire automatiquement les emails de relance de vos prospects de manière personnalisée. C'est une vidéo qui dure 10 minutes. Voilà, la vidéo est là, on ne va pas la regarder maintenant, mais elle sera aussi dans les slides. Voilà. En fait, ça explique aussi que on a découvert que, par exemple, si on n'était pas précis au niveau du prompt, que ChatGPT s'octroyait le loisir d'accorder des réductions, par exemple. Je lui ai dit que l'objectif, c'était de convertir le client. Et du coup, de temps en temps, pour certains emails, je dis, je vais accorder 10% de réduction pour augmenter les chances de conversion. Donc, attention, soyez bien attentifs aux réponses. Optimisez votre taux d'occupation. Donc, suivant le logiciel que vous allez utiliser, vous allez pouvoir obtenir des statistiques sur les taux d'occupation de votre hôtel, votre établissement. Par exemple, ça pourrait être un fichier Excel comme ceci, où on voit les dates, on voit les chambres, chambre 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, j'ai une personne qui disait 15 chambres. Donc, vous pourriez avoir un tableau difficile à lire avec 15 chambres. Vous pourriez avoir, par exemple, libre, occupé, libre, occupé, libre, occupé. C'est des informations hyper riches
hyper intéressantes, mais il faut pouvoir les exploiter. Pour pouvoir les exploiter, vous pouvez encore utiliser votre ami préféré, ChatGPT, et lui dire quelque chose comme ceci. Ah, je n'arrive plus à loader cette conversation, mais ce n'est pas grave parce que j'ai pris un screenshot. J'agrandis le screenshot. Donc ici, je dis « Tu es expert en gestion de revenus pour les hébergements touristiques. 6 juin, les données d'occupation du gîte de janvier à avril 2025 pour 5 chambres. » Donc là, je lui ai joint tout simplement le fichier Excel que je vous ai montré. Objectif, calcule le taux d'occupation global et par chambre. Identifie les jours et périodes creuses, surtout en semaine. Donne-moi 5 recommandations concrètes pour améliorer l'occupation, en particulier en semaine, parce que c'est souvent là où le bas blesse. Prends en compte les jours où toutes les chambres sont libres, les jours où seules 1 ou 2 chambres sont occupées, la répartition entre semaine et week-end. Fournis-moi également un petit calendrier des semaines les plus faibles. Si possible, un exemple de promotion ou d'offre spéciale adaptée à ces périodes. Merci de structurer ta réponse en 4 parties. Analyse de données, identification des problèmes, plan d'action court terme, suggestion marketing. Je ne sais pas combien de temps ça vous prend pour analyser ce genre de tableau, mais là, ChatGPT est capable de le faire assez rapidement. En quelques secondes, il peut vous fournir ce genre de résultats. Alors, je vais essayer de reprendre la conversation, ce sera peut-être plus parlant. Donc, si je reprends... alors, pour retrouver une conversation, d'ailleurs, ça c'est peut-être quelque chose d'intéressant pour vous, vous pouvez reprendre des mots-clés. Donc ici, j'ai utilisé comme mot-clé gestion du revenu pour hébergement touristique. Donc si je vais ici dans la barre de recherche, je sais pourquoi ça ne marchait pas, parce que je n'étais pas sur le bon compte. Voilà. Donc maintenant, si je clique sur le lien, voilà, maintenant j'ai accès au bon compte. Donc vous voyez que j'ai uploadé tout simplement mon fichier Excel, j'ai le prompt ici que je viens de lire, et j'ai l'analyse de données du 1er janvier au 30 avril 2025, nuit disponible 600, 120 jours x 5 chambres, taux d'occupation global, le voici, 41%, taux par chambre, occupation en semaine, occupation le week-end, journée avec 0 réservation 12, journée avec 1 ou 2 réservations 64, etc. etc. Identification des problèmes. Il m'a identifié le numéro de la semaine, le taux d'occupation, et il m'a dit contraction forte en semaine, 30 vs 73%. Vendredi, étonnamment faible. Les séjours week-end ne débutent qu'à partir du samedi. 12 jours totalement vides, majoritairement lundi, jeudi et vendredi. Chambre 4 et 5 sous-performantes. Plan d'action. Tarif dynamique au milieu de la semaine. Rabais progressif. Baisse automatique. Relance du vendredi. Check-in gratuit dès 14h, plus petit déjeuner offert le samedi pour tous ces jours incluant le vendredi. Intelligent par rapport à l'analyse qui a été faite. Bon, voilà, vous avez des recommandations. Suggestions marketing, package et offres spéciales. Par exemple, le Midweek Escape avec un code, moins 25% dès 3 nuits. Le Family and Friends, 3 chambres payées, 4e à moins 50, etc., etc. Petit calendrier des semaines les plus faibles. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose qui va vous permettre peut-être ou certainement d'optimiser votre taux d'occupation. Vous pouvez le challenger, vous pouvez préciser derrière, oui, tu recommandes ça, mais chez nous, ce n'est pas possible parce que vous expliquez pourquoi. Donc, ChatGPT, c'est chat, c'est une conversation. Donc, ce n'est pas juste un prompt et puis on espère la meilleure réponse. Non, c'est un échange perpétuel. OK, donc ça, c'est une première chose. Vous avez les exemples de screenshots qu'on vient de voir. Et vous pouvez aussi demander de réaliser des graphiques. Donc, par exemple, si vous souhaitez que ce soit plus visuel, vous pouvez lui demander de générer un graphique qui montre le taux d'occupation par jour de la semaine. Okay, vous voyez qu'ici,
très clairement et très visuellement, on voit que le samedi et le dimanche est nettement plus rempli que les jours en semaine. Vous pouvez aussi lui demander de réaliser comme ceci. Attendez, je vais reprendre la conversation ici. Vous pouvez lui demander ici de réaliser des heatmaps. Donc, heatmap en français, c'est les cartes de chaleur, hein, qui montrent en fait de janvier à avril le taux d'occupation de manière très visuelle. OK? Donc ça aussi, c'est très précis et ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'on entre vers la fin de ce webinaire, mais j'ai encore quand même quelque chose à vous dire. Sachez que vous avez aussi Copilot qui est disponible à partir de 30 € par mois par utilisateur. Donc, le prix est similaire à ChatGPT, où vous pourriez directement en fait, analyser votre tableau directement dans Excel. Donc, vous voyez que le chat apparaît ici sur la droite et vous permet de faire des formules, des tableaux dynamiques croisés, etc. Alors, moi, je trouve que c'est moins sympa que d'utiliser ChatGPT. Copilot est encore en phase de rodage, je trouve, et peut-être moins pratique à l'utilisation par rapport à ChatGPT, mais je le mentionne parce que vous utilisez probablement Excel ou les outils Microsoft, et donc vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'utilise Copilot ou pas? Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan, mais voilà, ça c'est mon petit retour d'expérience. Dernier chapitre, gagner en visibilité. Vous pourriez aussi demander à ChatGPT de répondre aux reviews, donc aux avis sur Google Maps. J'ai vu qu'une personne parmi vous le faisait, de répondre aux avis. C'est vrai que ça marche assez bien. Est-ce que vous pouvez automatiser ça? Oui, c'est aussi possible. Vous pourriez imaginer, alors, il faut avoir les compétences un peu techniques pour le faire, mais ici, j'ai fait l'exemple pour la Grand Poste, où j'ai connecté Google Maps à ChatGPT et à Google Sheet. Ce qui permettait en fait de capter tous les avis dans Google Maps ici, dans la colonne, mais aussi le nombre d'étoiles. Et j'ai demandé à ChatGPT d'automatiquement pousser la réponse dans Google Sheet. Donc, je n'ai pas fait du copier-coller, c'est ChatGPT qui s'est connecté à mon Google Sheet et qui a répondu une proposition de réponse. Dans la colonne G, ici, vous voyez qu'en réalité, on a une colonne avec des checkbox. Quand le community manager de la Grand Poste coche la checkbox, eh bien, automatiquement, la réponse va être poussée sur Google Maps. Voilà, donc ça permet d'automatiser le processus tout en gardant l'humain dans la boucle, parce que l'humain est très important pour vérifier que la réponse correspond à ce que vous auriez en réalité répondu si vous aviez beaucoup de temps à consacrer à cela. D'accord? Donc ça, c'est un exemple en gardant l'humain dans la boucle. Sachez que vous avez aussi des solutions qui sont un peu clés en main et qui vous permettent d'optimiser les réponses aux avis Google Maps, aux avis que vous avez sur Internet. Vous avez ici 4 solutions qui sont un peu différentes. Peut-être que la plus connue, c'est partout.co, P-A-R-T-O-O.co. Vous avez aussi Quality List, vous avez aussi Guest Suite et Fairguest, qui ont tous un peu des approches différentes. Vous avez les liens dans la présentation, donc je ne vais pas aller plus loin. Imaginez maintenant que vous souhaitez réaliser un visuel pour les réseaux sociaux. J'imagine que les réseaux sociaux, ça fait aussi partie de vos canaux de communication. Imaginez que Pâques arrive, que vous faites un jeu concours, eh bien, vous pouvez très bien vous dire, alors je vais reprendre peut-être un des autres sites sur lesquels je ne suis pas encore allé, donc Vieille Terre, par exemple. On va aller sur Vieille Terre, le site de Vieille Terre. Le voici. Super. Donc ici on a des photos des établissements. Très bien. Je vais prendre une photo un peu au hasard. Je vais prendre peut-être la photo d'ensemble, celle-ci.
Si je prends cette photo-là, que je vais maintenant dans ChatGPT, que je colle la photo, je pourrais très bien lui dire on réalise un jeu concours sur les réseaux sociaux pour faire gagner une bouteille de champagne et des œufs en chocolat de chez Galère. C'est pas très original, je suis désolé. Galère, je pense que c'est 2 L. Peu importe. Et alors, vous pourriez très bien vous dire, pour ça, vous avez besoin d'un visuel. Donc, pour ça, vous allez chercher peut-être bouteille de champagne, peut-être un champagne bien particulier. Vous pourriez même mettre le nom exact de la bouteille que vous souhaitez offrir. Je vais prendre celle-là, peu importe, ce n'est pas important. Je la colle ici et je vais prendre du coup chocolat Galère et je vais mettre Pâques pour avoir des œufs de Pâques ou ce genre de choses. Ici, on a des œufs de Pâques. Très bien, je vais prendre cet œuf de Pâques-là que je colle aussi et je vais lui dire réalise un visuel pour les réseaux sociaux qui prend en considération le gîte 6 juin et qui intègre dans cette image la bouteille de champagne ainsi que l'œuf Galère. Alors, je n'oublie pas de cliquer sur créer une image et j'envoie. Okay. Et en fait, sur base de ça, ChatGPT va effectivement vous réaliser un visuel. Ici, en fait, le visuel qui a été généré, il a été généré sur base du prompt, d'un prompt similaire que je vous ai montré à l'instant. Alors, encore une fois, la conversation ici ne charge pas. Est-ce que ce serait parce que je ne suis pas sur le bon compte? C'est possible. Ce n'est pas grave. On va voir ici ce que ça va donner au niveau de l'image générée. En attendant, on pourrait reprendre un autre exemple. Je vais prendre le Castillon, le site du Castillon. OK, donc ici, voilà, un nouveau site. Il me faut des images. En fait, j'aurais bien aimé un logo. Donc, j'ai peut-être passé à l'hôtel suivant et je reviendrai peut-être sur celui-là si on a le temps. J'aurais bien aimé un logo. Voilà. Donc là, ici, on a le logo Manava Hotel. J'ai copié ça. Je retourne sur la conversation ici qui n'est pas finie, mais ce n'est pas grave. Je vais ouvrir une nouvelle conversation. OK, donc voilà. J'ouvre cette nouvelle conversation. Pardon. Que voici. Je colle le logo et je vais dire qu'est-ce que je vais dire? Je réfléchis. Je regarde aussi les autres images sur le site. Ah oui, tiens. Ça peut être marrant. Attendez, je vais prendre cette image-là. Ah mince, j'y arrive pas comme ça. Parce que c'est le diaporama. Ah, ces images-là, j'arrive pas à les prendre. Je vais prendre un screenshot alors. On va prendre un screenshot. Alors, il ne faut pas que ça bouge. C'était pas ça. C'est ça. Donc, hop. Donc, j'ai pris un screenshot. Et je vais lui dire j'aimerais que tu réalises un lapin, une mascotte, un lapin qui aurait les couleurs du Manava Hotel et qui intégrerait de manière subtile et créative le logo 6 juin. Intègre ce lapin dans l'image 6 juin qui est l'image du restaurant. Donc, une mascotte en lapin. Là, je vois que vous êtes toujours avec moi, oui.
C'est un peu plus créatif hein, comme prompt. Merci. Merci pour le retour. Donc, j'envoie ce prompt-là et je reviens sur l'autre. Vous voyez qu'ici, on a tout simplement l'image où il a intégré de manière très basique la bouteille de champagne et l'œuf ici sur l'image. D'accord alors, attention, quand vous faites ça, il a tendance à parfois déformer certaines choses. Donc ici, j'ai l'impression que c'est relativement correct, mais il se pourrait que parfois, il va déformer des éléments importants, puisqu'il ne va pas se contenter d'éditer l'image en collant tout simplement les éléments sur l'image, il va régénérer une image complète. Et en régénérant l'image complète, des fois, il va intégrer des erreurs. Donc attention. Là, par exemple, le truc qui est là, je ne sais pas ce que c'est quoi. Donc, je vais pouvoir utiliser le petit pinceau pour sélectionner ça et lui dire supprime l'élément sélectionné. Et j'envoie. D'accord par exemple, l'exemple que j'ai pris ici, j'ai pris la chambre d'hôtel et je lui ai demandé pour le jeu concours d'intégrer la bouteille de champagne et la marque de chocolat qui est ici. Et c'est lui qui a décidé de poser le panier, de créer un panier et de le poser automatiquement sur la table. Hein. D'accord ? Évidemment, dans l'image avec l'image d'extérieur, c'est plus difficile, évidemment, d'avoir surtout de si loin, quelque chose d'intégré de manière correcte. Hein. Donc, voilà. La mascotte, elle est en train d'être générée. Je suis sûr que tout le monde est impatient, autant que moi. Quid des droits d'auteur? Alors, les droits d'auteur, c'est comme les banques d'images. C'est-à-dire que... ben voilà. Donc là, on a une mascotte, hein, le Manava Hotel, le lapin. Vous voyez qu'il est très joli hein, parce qu'il est décoré avec les éléments du logo. Vous pouvez utiliser ces images-là. En fait, elles sont à vous. OK maintenant, il y a une limite à ça. Alors, ça dépasse un peu mes compétences, mais imaginons que vous génériez Bugs Bunny par pur hasard, ou un lapin qui ressemble très fortement à Bugs Bunny. Peut-être que vous n'avez pas les droits de Bugs Bunny, parce que je crois que c'est Warner Bros. Qui, je pense, a été racheté par Disney. Donc, vous risquez d'avoir des problèmes avec Disney, ou en tout cas, la société qui dispose des droits de Bugs Bunny. Okay, donc, évidemment, gardez votre esprit critique pour ne pas exploiter des images qui ne vous appartiennent pas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Je ne sais plus qui est responsable du Manava Hotel. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette image-là. Moi, je trouve que le lapin est mignon. Voilà. J'ai fait le même exercice. Anne-Colette dit « j'achète ». J'ai fait le même exercice avec le Novotel, le Sofitel. Vous voyez que je lui ai envoyé ici la photo de la réception. J'ai envoyé le logo et je lui ai demandé de créer un lapin de Pâques qui passe de table en table pour déposer des œufs de Pâques sur les tables du Sofitel. Le lapin doit être aux couleurs de la marque Sofitel. Et on voit qu'en effet, le lapin est aux couleurs du Sofitel avec le petit logo là sur son blouson. J'ai demandé ici un autre test où j'ai demandé de faire des poussins qui sortaient des œufs, toujours avec le logo Sofitel sur le petit peignoir. Hein, donc, on a un mignon petit poussin. Voilà, pour les réseaux sociaux, ça peut toujours être sympa aussi pour accompagner un post. Vous pouvez aller plus loin. Vous pourriez demander, une fois que vous avez ces images-là, de les animer en vidéo. Par exemple, voici mes petits poussins qui sont animés en vidéo. Alors, attention, vous voyez que le début est cohérent, c'est-à-dire on a ça, mais après, ici, la vidéo est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on a des œufs en forme de poussin. Ça a été généré par l'IA, en l'occurrence l'outil Sora, qui peut être utilisé si vous avez ChatGPT payant, donc c'est sora.chatgpt.com, où vous pouvez lui demander d'animer des images à partir de texte ou à partir d'images. D'accord ? Donc, vous pouvez uploader une image et demander d'animer cette image.
Donc ça, c'est un test qui était moyennement concluant. Ici, je vais demander de faire pareil, mais avec cette image de lapin que j'ai générée. Donc, on voit un lapin, pareil, Sofitel. Et je vais demander d'animer cette image. Alors, si la vidéo est bien chargée. Oups, pardon. Je recommence. Voilà, donc vous voyez que le lapin ici prend des œufs et les œufs éclosent et on a les petits poussins qui sortent. Voilà, donc vous pouvez, en fait, toutes les idées que vous avez en tête, vous pouvez littéralement les mettre en musique avec ce genre d'outil. Donc vous pouvez être vraiment très créatif. Voilà, pareil, hein, cette année, offrez-lui bien plus qu'un bouquet. Et on voit ici, pour l'hôtel Mercure, désolé d'avoir pris que des marques d'hôtels du même groupe. Mais vous voyez qu'ici, vous avez un bouquet de fleurs qui a été réalisé sur base d'objets que vous retrouvez dans des chambres d'hôtel. Alors, je reviens ici. Ah, vous voyez qu'ici, par exemple, je vais demander de supprimer l'élément que j'ai sélectionné. Il ne l'a pas fait. Donc, ça ne marche pas à tous les coups. D'accord? Vous voyez bien que l'image n'a quasiment pas changé. Alors, comment faire un bon prompt? Rôle, action, contexte, exemple, format. Pensez à définir un rôle, pensez à définir une action, un contexte, des exemples, un format. Les exemples, il adore les exemples. Hein. Donc, si vous avez des textes en exemple à lui donner que vous avez sur votre site Internet, n'hésitez pas à lui donner parce que lui, il a été entraîné sur des exemples. Il adore les exemples et il va prendre plein d'informations dans ces exemples. Donc, n'hésitez pas à lui soumettre des exemples. Voilà, donc ça, c'est un petit modèle, un petit rappel pour comment faire des bons prompts. ChatGPT n'aime pas travailler sur les sites OVH. Je ne sais pas. L'élément était déjà dans la photo galère. Ah, c'est pour ça. Ok, merci Françoise, je n'ai pas été attentif. Ici, c'est un test où je vous montre où ChatGPT a fait une erreur, mais j'ai passé ça parce que ce n'est pas le plus important par rapport au temps qui nous reste. Ce que vous devez garder en tête, c'est à gauche, vous avez mon vrai stagiaire, à droite, vous avez mon assistant virtuel. C'est comme ça que je vois ChatGPT, c'est comme un stagiaire. Donc, un stagiaire, ça peut avoir un très haut potentiel, mais ça peut faire aussi des énormes boulettes. Et donc, soyez attentifs à ça. Ici, je vous ai mis un petit exercice que vous allez pouvoir faire après ce webinaire ou demain ou quand vous voulez. Vous capturez un objet dans votre hôtel, dans votre établissement. Bon, ici, j'ai pris une pizza parce que, imaginons que vous avez la chance d'avoir un restaurant dans votre établissement. Prenez en photo cette pizza. Vous demandez, vous lui dites, vous contextualisez en fait cette photo. Par exemple, vous lui dites, j'ai envie que tu crées une photo pour un événement ou pour une offre ou pour une actualité. Donc, par exemple, génère une idée d'image créative pour mettre en avant l'objet, donc la pizza, dans le cadre de nom de l'événement, pour un hôtel de la marque, nom de la marque, dans un style, et vous donnez le style de votre marque. Et par exemple, ensuite, vous lui demandez de générer des idées, en fait, des idées d'images. Avant, donc vous n'êtes pas obligé de générer tout de suite des images. Vous pouvez d'abord lui demander des idées d'images, si vous n'en avez pas. Il va vous donner des idées d'images, et vous pouvez ensuite lui demander de générer l'image, une de ces idées, quoi, en image. Je ne sais pas si je suis toujours clair hein, dans ce que je dis. Ici, c'est un exemple d'image qui m'a généré sur base de la photo. Vous voyez qu'ici, on a quelqu'un qui prend en main une part de pizza et vous voyez qu'il n'y a pas la part de pizza manquante. Ça, c'est typiquement le genre d'erreur qu'une IA peut commettre. Est-ce que c'est grave? Ça, c'est à vous de le définir, bien sûr, mais en tout cas, là, il est un peu passé à côté, évidemment. Pareil pour cet exemple-ci. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il peut aussi intégrer vos logos. Hein, vous l'avez vu, ici, il a intégré le logo Mama Shelter. Vous pouvez lui demander d'intégrer votre logo de manière un peu subtile dans vos visuels pour les rendre plus personnalisés et plus réalistes aussi. Je vous ai donné un exemple de prompt à utiliser.
Et ces images peuvent être animées aussi, que ce soit par Sora dans ChatGPT ou par Genspark, ici, genspark.ai. C'est un outil concurrent à ChatGPT qui peut aussi générer des visuels, du texte, mais aussi des vidéos. Voilà, je vous ai mis les exemples. Vous pouvez aller jusqu'à générer un plan complet pour les réseaux sociaux. Je vous ai donné un exemple de prompt. C'est dans les slides. Vous pouvez aller jusqu'à créer des sites Internet avec l'IA. Pour ça, il y a un outil qui s'appelle lovable.dev. Alors, vous pouvez l'utiliser, mais attention, faites-le que si vous êtes relativement technique. Je pourrais prendre un exemple, par exemple ici, parce que c'est vrai que finalement, je n'avais pas pris l'exemple du Castillon. Mais si je vais sur lovable.dev, je pourrais lui dire réalise un site Internet qui optimise le texte, la description de mon établissement. Établissement, deux points, je colle tout ça, et alors là, il va me créer le site Internet. En tout cas, un premier jet. D'accord ? Je vais le laisser générer parce que ça prend un peu de temps. On verra peut-être à 30, parce qu'il reste 2 minutes, ce que ça donnera. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez 2 minutes pour les questions-réponses. Non, je plaisante. Je peux rester quelques minutes de plus, mais je sais qu'on avait jusqu'à 20h30, donc je tiens à respecter le temps de tout le monde. J'ai voulu vous donner un maximum d'informations qui, j'espère, vous a été utiles. Je commence à perdre ma voix. Ce n'est pas grave, j'ai de toute façon un petit peu de temps encore, que je l'ai dit, pour vous répondre. Voilà, Arnaud. Oui, bah écoute, honnêtement, je trouve même moi qui ne suis pas hôtelier, je trouvais ça très intéressant et même dans une utilisation plus globale, j'ai l'impression à chaque fois d'en découvrir aussi. Donc c'est super intéressant et en fait, l'IA, je la vois presque comme un jeu et il faut vraiment essayer. Vraiment, essai-erreur, l'IA est perfectible et comme tu l'as montré à plusieurs reprises ici, c'est pas parce que au premier jet, l'IA ne fournit pas le contenu souhaité que ça veut dire que l'IA est nulle. C'est juste qu'il faut parfois formuler autrement, il faut adapter le contenu. Il y a parfois encore des choses que l'IA n'est pas capable de faire, même si il y a quand même un gros potentiel et surtout que c'est vraiment une évolution assez exponentielle en termes de possibilités. Yes, il y a une question qui est arrivée qui dit: peut-on garder une adresse du site en quittant OVH? Oui, a priori, le nom de domaine, hein, si je pense qu'on fait référence au nom de domaine, a priori, le nom de domaine vous appartient, donc vous pouvez le déplacer dans un autre hébergeur si vous le souhaitez. Renseignez-vous évidemment en amont avant de le faire, mais a priori, c'est quelque chose de faisable. Vous voyez qu'il est toujours en train de générer le site. Il est 20h30. Bon, s'il y a encore d'autres questions, je les prends et peut-être que ça nous laissera l'occasion de voir le résultat. D'autres questions? Pour ceux qui n'ont pas de questions et qui étaient peut-être arrivés en retard, je retransmets le petit test. Le petit test pour donc réaliser votre test de maturité numérique. Donc ceux qui l'ont déjà fait, ne le remplissez pas une deuxième fois, c'est un peu stupide. Mais par contre, ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, ça vous permet de vous évaluer. Et pourquoi pas, comme je le disais en début de cet échange, refaire ce test dans plusieurs mois pour voir un petit peu l'évolution au cours du temps et voir si vous avez su mettre en place différents outils au niveau de la digitalisation de votre entreprise. Et aussi, dernier petit sondage que j'ai l'habitude de faire, c'est de manière très constructive. Trois petites questions.
aussi dans le but d'évaluer la satisfaction votre satisfaction au niveau de ce webinaire. C'est toujours très constructif. Ça nous permet, à nous, fédération, et ici en l'occurrence à Jérémy, d'avoir du feedback, de voir ce qu'on peut mieux faire pour les prochaines fois et d'adapter en fonction. Donc c'est toujours intéressant d'avoir votre retour. Je n'ai pas l'impression, Christiane qui écrit. Yes, vos feedbacks sont tout à fait importants pour moi. Ça me permet voilà, de toujours améliorer les sessions que je donne. Donc, n'hésitez pas. Moi, je suis capable d'entendre le pire comme le meilleur. Mais voilà, donc là, il a terminé le site Internet, en tout cas une première version de site Internet. Je peux l'afficher en plus grand, hein, comme ça, vous voyez. Le casting chambre d'hôte. Donc, il n'a pas généré les images. Hein. Il a laissé la place pour les images. Donc, il faut imaginer que derrière, il y a des images. Par contre, il a réalisé le petit module de réservation, les différents espaces. Et on voit que c'est quand même bien structuré. Les langues ici sont mises en avant. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez impressionnant comme outil. Attention que ici, le module de réservation ne sera pas connecté au back-end. Hein, donc, il ne va pas fonctionner. C'est un premier jet. D'accord. Donc, comme je dis, il faut être peut-être un peu technique ou avoir un développeur qui sait utiliser ce genre d'outil pour aller plus loin. Ah, le lien du podcast, je vais le retrouver pour vous en direct. Sébastien Bazin, je crois que c'est. Voilà, le voici. En fait, sur cette page-ci, vous allez retrouver le lien direct pour écouter le podcast sur votre plateforme préférée. Je le mets dans le chat. Voilà pour Françoise. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, merci à tous et à toutes pour avoir assisté à ce webinaire. Merci pour vos interactions. Merci pour votre engagement, vos retours. Au plaisir de vous recroiser ici ou ailleurs. Merci Jérémy. Merci Arnaud. À bientôt. Je mets juste les coordonnées pour ceux qui veulent, donc que ce soit pour nous contacter, pour contacter Jérémy. Donc ça, comme ça, vous l'avez à l'écran et vous l'aurez aussi dans la présentation. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas encore éventuellement membres de la Fédération Caroline, petit instant pub en dernière minute. Donc voilà, si vous scannez le QR code, vous serez automatiquement redirigé vers notre site et vous pourrez voir un petit peu tout ce qu'on propose dans l'ensemble. Donc voilà, je vous laisse regarder ça après le webinaire. Et s'il n'y a plus d'autres questions, je vous souhaite une belle et agréable soirée.